Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. La revue des revues. Lise Goutman. Radio J. David Reynard, bonjour. Bonjour Lise. Alors, ce matin, vous souhaitez nous parler du numéro d'octobre de la revue Esprit que je montre à l'antenne pour les auditeurs qui nous regardent. Notamment, vous allez évoquer avec nous un texte qui y figure et qui s'intitule « Les Juifs de France à l'épreuve des élections de 2024 ». De quoi s'agit-il ? Oui, il s'agit de donc le numéro d'octobre de la revue Esprit, le dernier numéro. Un texte signé de Jérémy Gage et Johan Morvan. La séquence électorale qui vient de s'achever a accordé à la question de l'antisémitisme ainsi qu'au conflit israélo-palestinien une place inédite, reconfigurant nombre de lignes de fracture politique, mais aussi les identifications des Juifs en France. Et quelle tendance se dégage selon les auteurs du texte ? Eh bien, il voit depuis 2023 un changement de paradigme pour les Juifs de France. Les Juifs ne se demandent plus, comme face à toute évolution d'ampleur, est-ce bon pour nous ? Car l'expérience montre en effet que les ruptures riment souvent avec risque et incertitude pour les Juifs. Désormais, nous disent les auteurs dans le dernier numéro de la revue Esprit, les choix politiques prennent pour les Juifs de France une tournure quasi existentielle. Alors, est-ce à dire que nous en aurions terminé avec l'idéal d'assimilation constitutif du franco-judaïsme ? Bien, l'antisémitisme avait empêché une certaine normalité pour les Juifs. Il y a ensuite, dans les années 70, dans les années 80, le droit à la différence qui est valorisé. L'État envisage les Juifs d'une manière communautaire. Enfin, il y a la référence à Israël et les liens qui nous unissent, qui unissent de nombreux Juifs à ce pays, qui ont conduit à une certaine israélisation d'une partie des Juifs de France. Alors, cela remet la judéité en avant, même pour ceux pour qui elle était une appartenance assez secondaire. Oui, souvenez-vous d'ailleurs de la tribune dans Le Monde du réalisateur Michel Hazanavicius, qui se définit comme juif entre autres choses, mais qui confiait dans cette tribune son sentiment que de plus en plus de gens ont de moins en moins de problèmes avec l'antisémitisme, dans une société frappée de, je le cite, de passion obsessionnelle pour le conflit israélo-palestinien. Il confiait alors, dans une tribune qui est d'ailleurs citée dans le texte de la revue, son impression d'être de plus en plus obligé d'être juif, de réagir en tant que juif, de penser en tant que juif, en gros d'être juif avant tout. Michel Hazanavicius. Alors, il dénonçait en effet chez tant de non-israéliens, non-palestiniens, non-juifs, non-musulmans, une passion obsessionnelle pour ce conflit et une indifférence abyssale aux autres tragédies du monde, David Reynard. Oui, et dans une même tribune, le réalisateur se demandait pourquoi les femmes violées israéliennes sont-elles d'abord israéliennes ? Pourquoi le 8 octobre 2023, ce sont les synagogues qu'on protège ? Est-ce que dans un monde normal, on n'aurait pas anticipé une vague d'empathie plutôt que de violence ? Pourquoi cette séquence de stupeur et de chagrin n'a pas été partagée par tous ? Et ce contexte de plomb, écrivent les auteurs du texte « Les Juifs de France à l'épreuve des élections de 2024 », donc dans le dernier numéro de la revue Esprit, semble opérer un retour de la question juive. Alors, dans ce contexte, la revue évoque-t-elle l'existence d'un vote juif ? Eh bien, les auteurs du texte parlent de la fin du tabou du vote en faveur du Rassemblement national et d'un vote des Juifs qui, évidemment, s'oriente de moins en moins vers la gauche de l'échiquier politique, LFI devenant un repoussoir absolu. Alors, il y a aussi dans la revue un entretien du philosophe Michel Fer qui explore justement un aspect central de l'idéologie de l'extrême droite. Oui, il s'agit d'un entretien dans lequel notamment le philosophe propose une grille d'analyse pour comprendre le succès de l'extrême droite, qui consiste, cette grille, à opposer les producteurs méritants à de supposés parasites, que ces derniers soient des parasites d'en haut, c'est-à-dire les bénéficiaires de l'État social en gros, ou des parasites d'en haut,
des parasites d'en bas, oui. qui sont les bénéficiaires de l'État social, ou des parasites d'en haut, qui sont ceux du capitalisme financier mondialisé. Alors longtemps, montre le philosophe dans l'entretien qu'il a accordé à la revue, l'extrême droite a persisté à faire des Juifs les parasites d'en haut par excellence. Voilà, exactement. Et dans le même entretien, il dit que le renoncement officiel à l'antisémitisme, même si parfois le nom de George Soros est offert aux nostalgiques, constitue l'un des deux aspects du reset, réinitialisation, dédiabolisation, opéré par Marine Le Pen. C'est-à-dire ? Le philosophe dit que pour pallier à l'absence des Juifs au titre de parasites d'en haut, la nouvelle chef du parti va d'une part fixer son ire sur les institutions nationales dépourvues de marqueurs raciaux, par exemple la technocratie bruxelloise et plus récemment McKinsey et BlackRock. Et d'autre part, et c'est là que le bas blesse dans l'entretien, le philosophe avance que le RN a substitué au judéo-bolchevisme encore chéri par son père un islamo-gauchisme dont le philosophe a l'air de penser qu'il serait fantasmé. Et on lui conseille, juste pour se convaincre de sa réalité, de la réalité de ce concept islamo-gauchisme, la lecture du numéro de la revue Esprit de décembre 2023, qu'on avait évoqué ici, le Proche-Orient déchiré. Alors, le numéro dans lequel était notamment dénoncé le refus de la gauche progressiste d'exprimer ne serait-ce qu'une compassion de convenance après le 7 octobre. Oui, c'est Eva Illouz dans la revue, une femme de gauche donc, qui pointait le fait que si la gauche a refusé de le faire, c'est parce que c'est le nationalisme juif qui pose problème. Une alliance étrange et qu'on ne peut pas nier, s'est établie entre les islamistes et les combats post-coloniaux de gauche. En 2016, le Hamas a exécuté un de ses combattants accusé d'homosexualité. Que s'est-il passé, on peut se le demander, pour que Judith Butler, une égérie de la gauche internationale, adoube le mouvement terroriste? Oui, que s'est-il passé? Bonne question. Eva Illouz évoquait dans la revue un naufrage intellectuel et moral. Oui, elle évoquait en effet une résonance entre la gauche indifférente, c'est dans le meilleur des cas, au massacre des Israéliens et la ferveur millénariste du Hamas. C'est le fameux « c'est terrible, mais ». Ce « mais » est aussi choquant que le silence avec lequel les victimes ont été traitées. Alors, à qui pensez-vous en disant cela, David Reynard? Eva Illouz évoque les sympathisants et militants de la France insoumise et bien sûr des collabos de fait du Hamas qui tiennent aujourd'hui un discours explicitement antisémite et au silence retentissant aussi, notamment après le 7 octobre, des universités américaines aussi qu'on a connues plus promptes à se prononcer lors de la guerre en Ukraine. Alors, comment expliquer cet aveuglement, justement ? Myriam Revaud-Dallon disait dans la revue, par exemple, qu'il est tellement plus confortable de se contenter d'une causalité paresseuse qui dissout l'événement en inscrivant toujours la même chose dans la dualité oppresseur-opprimé, colonisateur-colonisé, afin de le contextualiser. Alors, il y a donc un fossé entre ceux qui ont condamné inconditionnellement et les autres. Oui, les autres qui minaudent. Dan Arbib écrivait alors dans la revue très clairement, tout désaccord doit ici se détacher sur fond d'un accord principiel, la condamnation claire et ferme de la barbarie. Dans ce contexte, la question juive revient donc hanter le progressisme. Et cet antisémitisme est peut-être le plus effrayant, puisqu'il est le fait de ceux qui croient appartenir au parti de l'humanité. Eva Illouz d'ailleurs dénonçait dans la revue, en termes clairs, elle disait « Moi qui me considère de gauche, qui ai rêvé d'un État pour deux peuples, je suis renvoyé à une histoire que j'avais cru révolue, qui va considérablement compliquer le conflit territorial. » Alors cette haine farouche des Juifs leur rappelle les pires heures de leur histoire. À propos de cette mémoire qui saigne, Dan Arbib citait dans la revue une phrase magnifique de Charles Péguy. « Je connais bien ce peuple, il n'a pas sur la peau un seul point qui ne soit pas douloureux, où il n'y ait un ancien bleu, une ancienne contusion, une douleur sourde, la mémoire d'une douleur sourde, une cicatrice, une blessure, une meurtrissure d'Orient ou d'Occident. C'est cette plaie qui s'est à nouveau ouverte le 7 octobre, et d'autant plus douloureusement
qu'Israël a vocation à être un refuge pour les Juifs victimes des persécutions antisémites. Merci David Reynard. Je montre la revue des revues autour de la revue Esprit du mois d'octobre, la vie paradoxale du livre avec tout ce dossier absolument passionnant. Merci beaucoup David. Merci. On vous retrouve très très vite sur Radio J. Merci, à bientôt. Lise. Au revoir. Au revoir. Berry Sakharov sur Radio J. החיים עוד לא חזרו למסלולם, לא, הפצעים עדיין לא הגלידו, אולי זה יישאר כבר לעולם, אולי צריך לתת לזה עוד זמן, מה יהיה ימים יגידו, אולי צריך לתת לזה עוד זמן, השמש הגדולה מופיעה תמיד בזמן, הגשמים גם הם בסדר, יורדים הם בעיטם, עולם כמנהגו נוהג, שוקק בעצלתיים, אבל משהו בלב זועק חזק אל השמיים,